Plus d'un demi-siècle après que Guy Williams soit apparu à la télévision, l'acteur et les personnages qu'il a incarnés sont toujours aimés. Il est devenu célèbre dans les années 1950 avec la série télévisée de Cap et d'épée Zorro de Disney et a continué sur cette lancée jusque dans les années 1960 avec la série de science-fiction Lost in Space. Mais peu de temps après, il a tourné le dos à tout cela, a disparu en Amérique du Sud et a volontairement laissé les projecteurs médiatiques qu'il avait tant captivés s'éteindre simplement. Alors, que s'est-il passé avec Guy Williams? Maintenant, la fille de Guy Williams confirme enfin les rumeurs. Beaucoup d'acteurs qui entrent dans le show business gaspillent leurs gains en s'achetant des manoirs, observe l'historien de la culture populaire Geoffrey Marc. Et puis, ils réalisent, une fois les saisons terminées, qu'ils ne peuvent plus se le permettre. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à tout vendre. Mais Guy Williams était très réaliste quant au monde du show business. Il a pris son argent et l'a fait fructifier de telle sorte que lorsque Lost in Space s'est terminé en 1968, il était un homme très riche. Il n'avait plus besoin de travailler. Et comme il n'avait pas besoin d'être constamment en train de jouer, son attitude était, ce fut charmant, les amis. Avant d'être l'homme en noir ou de voyager à travers les étoiles. Guy Williams est né Armando Joseph Catalano le 14 janvier 1924 dans le quartier de Washington Heights à New York. Ses parents, Attilio Catalano, un courtier en assurance, et Clara Arcara Catalano, originaire de l'Ercara Fridi en Sicile, vivaient dans la pauvreté au moment de sa naissance. Attilio était le fils d'un riche exploitant forestier à Messine qui avait acheté des terres dans le New Jersey. Williams a grandi dans le quartier de Little Italy dans le Bronx. Pendant son temps à l'école publique 189, Williams excellait en mathématiques. Il a ensuite fréquenté le lycée George Washington, où il travaillait occasionnellement dans une fontaine à soda. Il a ensuite poursuivi ses études à l'académie militaire de Peekskill, où il était un étudiant enthousiaste, s'intéressant au football américain et aux échecs. Guy Williams aspirait à devenir acteur, poussé par son apparence avantageuse et sa taille de 1,90 m. Sa décision de se lancer dans le métier d'acteur a déçu sa mère, qui est devenue plus tard cadre dans une société de films étrangers, car la famille s'attendait à ce qu'il suive les traces de son père en devenant courtier en assurance. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Williams a travaillé comme soudeur, comptable des coûts et inspecteur de pièces d'avion. Après la guerre, il a pris un emploi de vendeur dans le département des bagages chez Wanamaker S. C'est à cette époque qu'il a décidé d'envoyer ses photos à une agence de mannequinat. Son attrait photogénique l'a rapidement conduit au succès, obtenant des contrats qui ont fait apparaître ses photographies dans les journaux, les magazines tels que Harper's Bazaar, ainsi que sur les panneaux d'affichage et les couvertures de livres. Sur les conseils de son agent, Henry Wilson, il a changé son nom pour quelque chose de moins ethnique, passant de Guido Armando à Guy Williams, plus facile à commercialiser après qu'un réalisateur ait jugé son nom original trop étranger. Jeff souligne, les gens qui l'ont rencontré au début de sa carrière lui ont dit que même utiliser une version anglicisée de son nom italien était trop ethnique. C'était acceptable d'être sexy, c'était acceptable d'être sombre, c'était acceptable d'avoir un regard brûlant, mais il ne fallait pas paraître non américain. C'était l'esprit de l'époque. Début à Hollywood. En 1946, Williams signa un contrat d'1 an avec Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, et déménagea à Hollywood. Son premier rôle marquant fut celui du bombardier de l'Enola Gay dans le docudrame de la MGM The Beginning or the End, 1947, qui racontait le développement de la bombe atomique. Cependant, il n'apparut que dans quelques films par la suite et retourna rapidement à New York en 1948. Lors d'un long voyage de tournage pour faire la publicité de cigarettes en skiant, Williams rencontra Janice Cooper, un mannequin de John Robert Powers. Ils tombèrent amoureux pendant les longues séances photographiques et se marièrent le 8 décembre, peu après leur retour à New York. Le couple eut 2 enfants, Guy Steven Catalano, connu sous le nom de Guy Williams Jr. et Tweet Catalano, connu sous le nom de Tony Williams, qui poursuivraient tous deux des carrières d'acteurs. En 1950, Williams participa à la création de certaines des premières publicités télévisées aux États-Unis. Tragiquement, son père décéda en 1951 sans jamais avoir vu son fils atteindre la célébrité. En 1952, Williams signa un nouveau contrat d'1 an avec Universal International et retourna à Hollywood. Sa carrière continua de prendre de l'ampleur alors qu'il apparut dans un épisode de The Lone Ranger, jouant le rôle d'un shérif de ville. Les premières expériences de carrière de Williams, allant du mannequinat à la comédie à la télévision et au cinéma, ont posé une base solide pour ses rôles emblématiques ultérieurs. The Orlando Evening Star détaillait dans un profil de 1965.
Il a commencé au Neighborhood Playhouse de New York et est apparu dans des productions de compagnies théâtrales de la côte Est. C'est son travail à l'atelier d'acteurs de CBS à New York qui l'a conduit à son premier rôle à la télévision, une petite partie dans un drame de Studio One. Cela lui a valu un test d'écran et finalement un contrat avec Universal International. Ce contrat lui a valu environ 20 petits rôles dans des films, qui n'ont rien donné de significatif. À la fin de son contrat, il quitta, mais fut ensuite persuadé d'auditionner pour le rôle du héros masqué Zorro, le personnage que Walt Disney transformait en série télévisée. Guy Williams devient Zorro. Comme dans les histoires en prose et les films mettant en vedette des acteurs comme Douglas Fairbanks et Tyrone Power, le spectacle se déroulait à Los Angeles en 1820, à l'époque de la Californie espagnole, juste avant l'indépendance mexicaine. Zorro, dont la véritable identité est Don Diego de la Vega, aidait les colons hispaniques et les peuples autochtones opprimés par des dirigeants tyranniques. Williams, avec son allure séduisante, mesurant 1,90 m et étant un excellent escrimeur, était considéré comme parfait pour le rôle. Guy était en très bonne forme, avec un visage que seul Dieu peut vous donner, mais à cause d'un accident, il avait une grande cicatrice sur l'épaule, ce qui explique l'absence de photos de lui torse nu, explique Geoffrey. Bien qu'il ait fait beaucoup de petites choses avant Zorro, la combinaison du personnage, le fait que ce soit une production Disney et sa diffusion sur ABC ont rendu le monde conscient de Guy à une époque où les acteurs principaux étaient des personnes comme Tab Hunter et Rock Hudson. Dans le processus de développement de son personnage, l'accent espagnol de Williams a subi des changements significatifs. Pendant les premiers jours de production, j'ai auditionné avec un fort accent espagnol, expliqua-t-il au magazine Starlog. Sachant que je pourrais l'atténuer plus tard plutôt que de commencer léger et de devoir en ajouter. Pendant les premières semaines, quelqu'un me tapotait sur l'épaule pendant que j'étais sur le plateau, et c'était Walt. Il disait, « Peux-tu l'atténuer un peu, Guy ?» Il n'était pas sûr de ce qu'il voulait, alors je continuais à l'atténuer. Puis un jour, j'ai terminé le tournage et Walt ne m'a pas tapoté sur l'épaule. C'est là que j'ai su que j'avais trouvé le bon accent. Zorro fut un succès instantané, remarquable pour son style narratif unique où chaque épisode se terminait sur un suspense, incitant à regarder l'épisode suivant. Ce format, devenu un élément clé à l'ère du streaming, a aidé la série à se démarquer. Elle a été diffusée de 1957 à 1959, produisant un total de 78 épisodes ainsi que 4 spéciaux d'1 heure. Dès 1958, il était clair que Williams craignait d'être catalogué. Tant le public que les producteurs hollywoodiens ne le voyaient que comme Zorro. « Quand je ne suis pas Zorro, je suis Diego », a-t-il dit au Longview Daily News. C'est comme travailler dans un film que vous ne finissez jamais. Vous ne pouvez rien conclure en tant qu'acteur. La situation s'est aggravée lorsqu'il s'est retrouvé incapable de faire autre chose. Malgré le succès de la série et les nombreux produits dérivés qu'elle a générés, Disney a exigé plus d'argent pour produire des épisodes supplémentaires. ABC a refusé de payer, menant à une bataille juridique. Williams, toujours sous contrat, ne pouvait travailler ailleurs mais continuait à recevoir son salaire intégral. Guy Williams dans Bonanza. Entre ses rôles dans Zorro et Lost in Space, Williams a fait une brève apparition dans Bonanza en 1964. Cette opportunité est survenue lorsque Pernell Roberts, qui incarnait Adam Cartwright dans Bonanza, a décidé de quitter la série. Williams a été choisi pour jouer Will Cartwright, le neveu du patriarche Ben Cartwright, interprété par Lorne Greene. Il était initialement prévu qu'il devienne un membre permanent du casting et l'un des 4 principaux protagonistes de la série. Cependant, la situation a pris une tournure inattendue. Les fans de la série ont lancé une campagne de lettres exprimant passionnément leur désir de voir Roberts rester dans la série. Les producteurs, influencés par les protestations des fans, ont décidé de retenir Roberts pour une saison supplémentaire. Par conséquent, le personnage de Williams a été écrit après seulement 5 épisodes. Malgré cette brève apparition, sa performance dans Bonanza a démontré sa polyvalence en tant qu'acteur et l'a maintenu dans l'œil du public. Se perdre dans l'espace. Finalement, Zorro n'a pas eu de 3e saison, se terminant avec seulement 4 épisodes spéciaux. Cependant, cela a donné à Williams l'occasion d'explorer de nouveaux projets. En 1962, il a tourné Damon and Pythia en Italie et a joué dans un autre film de Cap et d'épée, Captain Sinbad, en Allemagne. La même année, il a également collaboré avec Disney sur le téléfilm en 3 parties The Prince and the Pauper. Se remémorant son séjour à l'étranger, Williams a déclaré au Bristol Daily Courier en 1965. Quand The Prince and the Pauper fut terminé, j'ai pensé, pourquoi rentrer tout de suite?
Donc, ma famille et moi sommes restés là-bas, et j'ai manqué toute la saison des pilotes TV. Je voulais une autre série parce que cela s'inscrit dans mon plan maître. Quel est ce plan? Les yachts en Méditerranée en font partie, et cela ne me dérange pas que Zorro soit diffusé dans le monde entier en rediffusion. Ces chèques de droits résiduels peuvent être très réconfortants. Mark Cushman, l'auteur de la série en 3 volumes Irwin Allen S. Lost in Space, The Authorized Biography of a Classic Sci-Fi Show, réfléchit à la trajectoire de carrière de Williams, notant: Le passé de Zorro à quelques films de Cap et d'épée, il était évident qu'il était catalogué. Williams en aurait été conscient. Ce n'était pas quelqu'un qui se plaignait, mais il est raisonnable de supposer qu'il cherchait des opportunités pour diversifier ses rôles. Des opportunités de diversification sont apparues avec Lost in Space, une série inspirée du roman de 1812 Le Robinson suisse mais se déroulant dans l'espace. Williams a endossé le rôle du professeur John Robinson, dirigeant une mission spatiale aux côtés de sa femme Maureen, jouée par June Lockhart, célèbre pour Lassie, et de leurs 3 enfants, Judy, Martha Christine, Penny, Angela Cartwright, et Will, Bill Mumy. Les accompagnait également le major Don West, Mark Goddard. Cependant, la mission prend une tournure inattendue avec la présence d'un passager clandestin et saboteur à bord de leur vaisseau, le Jupiter 2, le Dr Zachary Smith, joué par Jonathan Harris, initialement un méchant qui évolue en personnage comique. À ne pas oublier, le robot, interprété par Bob May, célèbre pour ses fréquents cris d'alerte, « Danger, danger ». Pour Williams, Lost in Space représentait une opportunité de se libérer des contraintes de son typecasting. Son interprétation du professeur Robinson montrait sa polyvalence en tant qu'acteur, lui permettant d'explorer un genre et une dynamique de personnages différents. Le postulat initial de Lost in Space tournait autour des manipulations du Dr Smith, qui faisait dévier le vaisseau Jupiter 2 de sa mission originale, laissant l'équipage perdu dans l'espace, comme le titre l'indique. Ils entreprennent un voyage de planète en planète à la recherche d'un moyen de rentrer chez eux. Geoffrey, un commentateur de la série, note un changement significatif à mi-parcours de la première saison. Une chose étrange se produit à mi-chemin de la première saison, où chaque personnage est marginalisé et la série devient centrée sur le Dr Smith, Will Robinson et le robot. Tout le monde avait en gros 3 répliques par épisode. Ce changement de focus a eu un impact sur des acteurs comme Guy Williams, qui incarnait le professeur Robinson. Williams, connu pour ses rôles principaux dans Zorro et plusieurs films, abordait la comédie comme une profession plutôt que comme une passion dévorante. Son implication dans Lost in Space, où son personnage était relégué à l'arrière-plan, représentait un départ de ses rôles principaux précédents. Geoffrey exprime un sentiment de gâchis, notant: Ou pour lui, être engagé comme l'homme principal d'une série où il est presque une partie du décor est un gaspillage. Cependant, les producteurs de Lost in Space ont été influencés par le courrier des fans, qui préféraient des personnages comme le Dr Smith, Will Robinson et le robot. Ce changement de direction a conduit la série vers un autre domaine de la science-fiction. Cushman note: Grâce à mes recherches, j'ai découvert que CBS a joué un rôle significatif en orientant le producteur Irwin Allen vers un ton plus léger pour la série, principalement en raison de son horaire de diffusion précoce. Il y avait une directive visant à mettre de côté des personnages comme Smith et le robot. Cependant, Irwin a permis à Jonathan Harris d'embrasser les aspects comiques de son personnage, le rendant moins menaçant et plus humoristique, ce qui lui a finalement permis de rester dans la série. Bien que Williams n'ait pas particulièrement apprécié cette direction, il n'était pas du genre à se plaindre publiquement, ni dans la presse ni sur le plateau. Au lieu de cela, il gardait son mécontentement pour lui, se confiant à Irwin sur ses préoccupations. En réponse, Irwin fit des efforts pour accommoder Williams en lui offrant des rôles significatifs dans certains épisodes, en se concentrant sur le personnage de John Robinson et en donnant à Williams plus de matière à travailler. Ne pleure pas pour lui, Argentine. Lost in Space a été diffusé de 1965 à 1968, comptant un total de 83 épisodes. Fait intéressant, lorsque la série a pris fin, l'enthousiasme de Guy Williams pour Hollywood a également diminué. Comme le remarque avec amusement Geoffrey. Alors qu'il ne livrait que 3 répliques par semaine dans Lost in Space, il était occupé à faire fructifier son argent, comme il l'avait fait avec les revenus de Zorro. Et il s'avère que Guy Williams avait un vrai talent pour faire croître sa richesse. Avec son succès financier, Williams s'est retrouvé dans une position où il ne ressentait plus le besoin de continuer à jouer. En 1973, lors d'une visite en Argentine, il fut surpris par l'admiration persistante pour son interprétation de Zorro. Cela confirma sa décision de s'éloigner de la scène hollywoodienne.
Mis à part un bref retour aux États-Unis en 1983 pour une réunion de Family Feu avec le casting de Lost in Space, Williams choisit de faire de l'Amérique du Sud sa résidence permanente. Pourquoi Guy Williams a-t-il choisi de quitter Hollywood et de s'installer en Argentine? Se demande Cushman. C'est une question qui est restée sans réponse définitive. Malgré mes efforts, je n'ai trouvé personne capable de fournir une explication claire, et étonnamment, personne ne semblait avoir directement posé la question à Guy lui-même. Les répercussions de Lost in Space avaient manifestement terni sa réputation au point que peu de gens semblaient intéressés à explorer ses motivations. Le voyage de Williams en Argentine fut déclenché par une invitation à apparaître en tant que Zorro, et l'accueil qu'il y reçut le laissa stupéfait. L'adoration écrasante et l'intérêt pour son interprétation du personnage iconique laissèrent une impression durable. La perspective de nouvelles opportunités avec le personnage et l'appréciation sincère des fans l'incitèrent à prolonger son séjour. Il est plausible de supposer qu'il avait également perdu son enthousiasme pour poursuivre plus de travaux télévisuels aux États-Unis. Bien que Cushman suggère que si des offres attrayantes étaient venues à lui, il les aurait probablement envisagées. Malheureusement, de telles opportunités ne se matérialisèrent pas. Marié à Janice Cooper de 1948 à 1983, avec qui il eut 2 enfants, Williams trouva le bonheur en Argentine. Les rapports indiquent qu'il y vivait une vie épanouie, savourant sa renommée dans le pays, participant à des performances en direct sur le thème de Zorro et appréciant la solitude qu'il y trouvait. En Argentine, il découvrit un mélange unique de reconnaissance, de débouchés créatifs et de tranquillité personnelle, en faisant une maison idéale pour la dernière partie de sa vie. Une fin tragique. Tragiquement, Guy Williams semblait avoir disparu de la vue du public en 1989, pour qu'on découvre le 6 mai de cette année-là qu'il était décédé dans son appartement une semaine plus tôt d'un anévrisme cérébral, un fait ignoré de tous jusqu'alors. Grâce à l'acteur Fernando Lupiz, les cendres de Guy furent conservées au cimetière de la Société des acteurs argentins au cimetière de la Recolta à Buenos Aires, un privilège réservé uniquement aux acteurs argentins. En 1991, le fils de Guy, Steven, reçut les cendres de son père et réalisa son dernier souhait, disperser ses cendres sur l'océan Pacifique à Malibu et dans les montagnes de Californie. À l'âge de 65 ans, Guy Williams quitta ce monde, laissant derrière lui un héritage qui continue de perdurer. Son empreinte indélébile sur la télévision, notamment à travers ses rôles emblématiques dans Zorro et Lost in Space, garantit que sa mémoire demeure vivante. Geoffrey réfléchit à l'impact durable de Williams, remarquant: c'est assez remarquable pour quelqu'un dont la carrière a culminé à la télévision de rester si vivement mémorisé au XXIe siècle. Guy a fait le choix délibéré de se retirer des feux de la rampe et de mener une vie plus tranquille, rendant son décès prématuré d'autant plus poignant. La décision de Williams de se retirer de l'industrie du divertissement souligne son engagement à vivre selon ses propres termes, même si sa vie a été écourtée trop tôt. Malgré son départ des feux de la rampe, ses contributions à la télévision et la popularité durable de ses rôles les plus aimés assurent qu'il reste une figure chérie dans le cœur de beaucoup, un témoignage de son talent et de l'impact durable de son travail. Alors que nous réfléchissons à son parcours, du vengeur masqué Zorro à l'explorateur intrépide de l'espace John Robinson, célébrons non seulement ses contributions au monde du divertissement, mais aussi l'homme derrière les rôles. Quels sont vos souvenirs les plus chers de Guy Williams et de ses personnages emblématiques? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de mises à jour sur les dernières nouvelles. Merci de regarder, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.